Bonjour, soyez les bienvenus sur LCP. La séance est ouverte. On va parler dans cet épisode d'une préoccupation majeure qui demeure la lutte contre les violences faites aux femmes, toutes sortes de violences. 6 ans après le Grenelle sur la question, eh bien l'heure est au bilan. Ce jeudi 27 novembre 2025, la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale tenait une table ronde sur ce sujet sensible. Elle a notamment reçu Alexandra Rosenfeld, une ancienne Miss France, qui est revenue sur les violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part de son ex-compagnon, le chef étoilé Jean Humbert, qualifiant, je cite, leur relation comme relevant du contrôle coercitif. On va revoir les temps forts de cette audition. La séance est ouverte. À tout à l'heure. Je prends aujourd'hui la parole publiquement pour partager une expérience personnelle qui a profondément marqué ma vie. Mais il me semble que c'est nécessaire pour montrer des mécanismes qui sont souvent incompris et souvent invisibilisés. Je me permets de prendre des petites notes parce que même si je connais très bien ce qui s'est passé, je suis un peu impressionnée d'être devant vous. Alors ça me rassure. Pendant 1 an et 4 mois, j'ai vécu une relation au sein de laquelle se sont progressivement installés des comportements que je peux aujourd'hui identifier comme relevant du contrôle coercitif. Ce type de contrôle n'est pas toujours compris ni reconnu à sa juste gravité. Pourtant, il est désormais bien défini par les spécialistes. En voici la définition avec des références utilisées par les psychologues. Le contrôle coercitif est un ensemble de comportements répétitifs visant à dominer une personne, la couper de ses soutiens, la déstabiliser, limiter son autonomie et créer un climat de peur ou d'obéissance. L'homme que je décris coche absolument toutes les cases. J'aimerais vous parler d'abord de mon vécu. Pendant ma relation, j'ai d'abord ressenti un amour très fort, passionnel, dévorant, puis un isolement progressif de mon entourage. Il acceptait sans problème une seule amie. Une seule, celle qui disait que c'était un gars super et que j'exagérais. Toutes les autres étaient dénigrées et insultées. J'ai ressenti également une fragilité émotionnelle, sachant que j'avais et j'ai toujours une maladie auto-immune depuis l'enfance. J'étais donc très fatiguée physiquement et en grande détresse psychologique. J'étais toujours sur les nerfs, toujours en alerte. Il provoquait des colères pour les retourner contre moi et me traiter de folle. J'ajoute qu'il m'humiliait régulièrement sur mon milieu social, sur ma façon de m'habiller, de m'exprimer. Il me faisait croire que ses amis ne m'aimaient pas, qu'ils me trouvaient bête. Mais surtout, je craignais ses réactions. Il me tenait constamment très fort par les bras, comme ça, tout le temps. C'était pour me contenir et m'empêcher de bouger. Il tapait dans les murs et il m'a même fracturé le nez en me mettant un coup de tête. Il n'a pas nié, il s'est justifié avec l'argument de l'accident, car comme on le sait tous, on peut casser le nez d'une femme par inadvertance. Bref, tous ces comportements m'ont fait perdre peu à peu confiance en moi et surtout en ma perception de la réalité. À force, j'ai commencé à minimiser des choses que je n'aurais jamais dû trouver normales. Il en reste des traces, encore aujourd'hui. Je me surprends à trop me justifier, à détailler ce que je fais pour éviter un conflit, alors que je suis à présent dans une relation saine avec un homme qui ne me veut aucun mal. J'aimerais vous dire pourquoi j'ai accepté de m'exprimer aujourd'hui. Dans cette histoire, je ne suis pas seule. Sur 15 ans de faits répétés, nous sommes 5 ex-compagnes à avoir parlé dans la presse à ce jour. J'insiste, pas des relations d'un soir, mais des femmes dont ils connaissaient les familles, les enfants, les parents. 5 compagnes qui disent la même chose sur une durée de 15 ans. C'est inédit. Il y a 2 plaintes contre lui et pourtant certaines femmes ont encore peur de s'exprimer car il est extrêmement puissant. Il est soutenu officiellement par des grands noms, il a pris les meilleurs avocats, il a un cabinet de conseil en communication et il a des moyens que nous n'avons pas. Quand une femme explique qu'elle a été isolée, humiliée ou coupée des gens qui lui voulaient du bien, ça doit être pris très au sérieux. 100% des féminicides commencent par du contrôle coercitif. Quand 5 compagnes font état des mêmes pressions, des menaces, de violences psychologiques, physiques, sur 15 ans, sans que l'homme n'ait jamais changé son comportement, cela devrait nous alerter. Je témoigne pour que cela change, pour que d'autres n'aient pas à traverser cette peur, ce silence. Malheureusement, avant que je donne mon nom, rien n'était pris au sérieux. 4 compagnes avaient parlé dans le magazine Elle, mais ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui encore, aucune des marques qui emploient ce monsieur n'a pris la parole. Aucune. Même malgré leur charte d'entreprise en faveur des droits des femmes.
Les petites filles et les petits garçons qui iront dîner au restaurant Disney pendant les fêtes de Noël trouveront sur le menu le nom de l'homme qui a reconnu m'avoir fracturé le nez. Je souhaite ajouter que cela fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, même si le traumatisme est toujours présent, j'ai le courage de m'exprimer. Pour ma part, ce ne sont pas les coups qui m'ont laissé le plus de traces, mais c'est vraiment l'impact psychologique, tout ce qui ne se voit pas. Ces blessures qui conduisent à des dépressions et même au suicide. Je peux vous assurer que si la parole n'était pas venue à moi, jamais je n'aurais osé parler. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice et j'espère qu'en dépit de la prescription, le fait qu'il s'agisse de faits répétés et concordants sera pris en compte. Cette question du contrôle coercitif est très importante et pour reparler de la prescription, je trouve que 6 ans, c'est trop peu puisque j'ose à peine aujourd'hui. Merci. En tant que journaliste, j'ai été assez étonné par le fait qu'en 2018, quand le mouvement MeToo a pris de l'ampleur et qu'il a commencé à devenir inévitable aussi au niveau médiatique en France, moi qui avais été journaliste pendant une dizaine d'années avec une grande liberté, j'étais étonné de découvrir que j'avais pas écrit une seule ligne dans mes journaux respectifs sur ce qu'on pourrait appeler les violences faites aux femmes. Donc rien sur le viol, rien sur les agressions sexuelles, rien sur les violences conjugales, rien sur le harcèlement au travail, rien sur l'inceste non plus. Et donc j'ai essayé de me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que aussi au sein d'une rédaction, il y a une division du travail extrêmement genrée avec des sujets de femmes, je mets beaucoup de guillemets autour de ça, qui ne seraient l'apanage que de journalistes femmes et des hommes qui, de manière aussi pseudo-naturelle, se dirigeraient vers des sujets dits plus masculins. Je pense à la politique, je pense à l'économie, je pense au sport ou au grand reportage. Et donc, j'ai essayé de rattraper un peu le temps perdu et j'ai, comme n'importe quel débutant, j'ai commencé par le livre de Virginie Despentes, King Kong Theory. Et dans ce livre, elle fait le récit du viol dont elle a été victime. Et c'est un texte qui est dur. Et elle mentionne un moment qu'après l'avoir écrit, ce texte, elle recevait très régulièrement les retours de témoignages de lectrices qui venaient lui raconter le viol qu'elles avaient subi. Et elle écrit, il y en avait tellement que j'ai fini par penser qu'elle mentait, avant de me reprendre en disant « mais non, ça arrive tout le temps ». Moi, quand je lis cette phrase, ça arrive tout le temps, je me dis là, non, elle exagère. Virginie Despentes, ça arrive pas tout le temps, puisque j'ai 2 petites sœurs, une conjointe, des amis, une mère. Je suis entouré de femmes et toutes ces femmes que je connais, elles n'ont pas vécu ça. Sauf que j'avais pas posé de questions. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à interroger ma mère, mes sœurs, ma conjointe, mes amis, des histoires, elles en avaient toutes à raconter, qui relevaient pour certaines de violences physiques, d'autres de tentatives de viol, d'autres de multiples agressions dans l'espace public, dans le métro, au travail. Et donc j'ai commencé à m'interroger sur pourquoi est-ce que ces faits qui concernent 52% de la planète, j'avais réussi en tant que journaliste, mon seul métier c'est d'essayer de comprendre le monde qui bouge, à ne pas les voir. Et donc en effet boomerang, s'il y avait autant de faits, qui étaient ces hommes qui les perpétuaient ? Et là, on est en 2018, c'est un moment de libération de la parole des victimes. Mais moi, je me pose la question, qui sont ces auteurs ? À quoi ils ressemblent ? Puisque naïvement, sans y connaître rien, j'avais moi aussi cette vision extrêmement cliché d'un auteur de violence qui ne me ressemble pas, qui serait quelqu'un de moins éduqué que moi, plus alcoolique que moi, moins intelligent que moi, moins inséré socialement que moi. Et j'ai entendu parler d'un programme un peu novateur, puisqu'on est avant le fameux Grenelle de 2019, qui s'appelle à l'époque un groupe PPR, Programme de prévention de la récidive, qui avait lieu qui se tenait organisé par le SPIP de Lyon, le SPIP du Rhône, qui est un groupe de parole qui s'est allé sur 6 mois, mettant en scène 12 hommes qui sortaient, pour l'immense majorité d'entre eux, de détention, tous ayant en commun d'être condamnés pour violence conjugale. Je fais vite parce qu'il me reste 1 minute. Je suis arrivé dans ce groupe vraiment, je pense pas avec la volonté de les regarder de haut, mais de fait, j'avais l'image que ces mecs ne me ressemblaient pas. Et au fil des semaines, j'ai réalisé qu'on avait non pas forcément la même histoire, puisque je n'avais pas commis les faits qu'ils avaient commis, mais la même éducation.
Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 7 ans que ce groupe qui s'est allé sur 6 mois s'est terminé. J'ai continué l'enquête parce que ce vertige, ça a été de se rendre compte que il est assez facile de s'épargner sur cette question des violences conjugales, des violences et de la domination, et de se considérer comme faisant partie du bon camp, du camp des mecs bien. Parce que vous n'avez pas une plainte sur le dos, parce que vous n'avez pas été condamné, parce que pour l'instant, personne n'est revenu de votre passé vous mettre face à votre violence ou vos faits antérieurs. Vous pouvez continuer à vous regarder dans la glace en disant que eux, oui, eux, ils sont violents, eux, ils perpétuent des violences, et d'ailleurs, c'est un scandale, mais moi, non. Moi, je suis quelqu'un de bien. Et ça, je pense que peut-être c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment incontestablement des progrès dans la prise de conscience collective de ce que sont les violences, mais le fossé se creuse entre des femmes qui connaissent les violences parce qu'elles les subissent et qui sont capables, malgré leurs différences, qu'elles soient ethniques, religieuses, d'ordre social ou même de niveau de vie, elles sont capables de dire « nous toutes ». Mais nous, les hommes, sommes absolument incapables de dire « nous tous », de se penser comme faisant partie d'un tout, d'un système, et de voir, malgré nos différences, ce qui nous relie, et en l'occurrence, je pense très sincèrement, une éducation qui ne relève pas uniquement de l'éducation qu'on reçoit de la part de ses parents, mais l'éducation d'une société tout entière. Donc moi, je suis Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes. La Fondation des femmes, elle a bientôt 10 ans. Donc on s'est créé quelques années avant le Grenelle conjugal, le Grenelle des violences conjugales. Un Grenelle qu'on a souhaité ardemment avec les associations de familles de victimes de féminicide. Puisque si on remonte un peu sur l'historique, début 2019, on s'aperçoit, grâce au comptage associatif qui est fait sur le nombre de femmes victimes de féminicide par leur conjoint ou ex-conjoint, qu'on est sur une tendance extrêmement lourde début 2019 avec un féminicide tous les 2 jours, voire plus. Et dans ce cadre-là, on se dit qu'il faut une mobilisation générale, il faut il faut tirer la sonnette d'alarme encore plus que d'habitude parce qu'on est sur une augmentation très conséquente. Et donc on demande la tenue d'un Grenelle des violences conjugales avec cette idée que ça n'est pas un problème qu'on résolvera juste avec la mobilisation du ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est un problème qui doit mobiliser tous les ministères jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au Premier ministre, parce que on a besoin de la mobilisation de tous les ministères et par ailleurs des territoires également. Et donc, on est très heureuse de voir ce Grenelle des violences conjugales s'ouvrir. Et globalement, je dois quand même dire que je suis extrêmement satisfaite qu'il y ait eu un Grenelle des violences conjugales en France. Pas seulement parce que c'était une demande des associations et des familles de victimes, mais parce que je pense qu'il y a quand même eu un avant et un après très significatif. Que ce Grenelle des violences conjugales a quand même marqué les choses. En positif, ce qu'on peut voir, c'est que ça a été une mobilisation qui allait très loin dans son intégration dans les territoires. On m'a souvent remonté que suite au Grenelle des violences conjugales, il y avait des commissions qui s'étaient créées dans les départements, dans les villes. Il y a une mobilisation qui perdure encore aujourd'hui. Moi, hier, j'étais à l'inauguration de la Maison des femmes de Nancy, une maison des femmes qui s'ouvre grâce au soutien de la ville, du département, de la région, de l'État, dans un endroit entièrement rénové grâce à un soutien de l'État. Donc, et ça, par exemple, cette mobilisation, je connais très bien le territoire parce que je suis lorraine, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette parole politique très forte à un moment donné de dire c'est un sujet, on se mobilise toutes et tous ensemble. Donc la parole politique, elle est extrêmement forte et elle est absolument nécessaire. Néanmoins, quand on regarde ensuite, puisque là l'idée c'est de faire le bilan, donc je vais quand même dire des trucs qui n'ont pas marché. Quand on regarde dans le... Après, j'imagine que vous poserez des questions, on est d'accord, hein? Ok. Ensuite, quand on regarde... du coup, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et je vous laisserai... enfin, voilà, si vous voulez, on a des tas de petits chiffres. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, à mon sens, des choses qui n'ont pas fonctionné malheureusement et qui auraient pu du coup soutenir cette dynamique sur le long terme, c'est qu'on n'a pas profité de cette dynamique extrêmement
extrêmement vertueuse, qui existe quand même rarement. Enfin, moi, en tant que féministe, j'ai bien vu, j'étais féministe bien avant, et du coup, je vois bien la différence. Pour faire perdurer cette mobilisation, il faut aussi avoir des instances, des organisations, une chose structurée qui permet de se dire, le jour où c'est un petit peu moins là, ça reste là quand même, et la trace, elle perdure, et c'est pas que des individus mobilisés, mais c'est qu'en fait, des habitudes, il y a des processus, des habitudes qui sont rentrées en place, et pour ça, il faut nécessairement une sorte d'infrastructure. Donc c'est, à mon sens, ce qui a péché, c'est qu'on n'a absolument pas créé de structures qui permettent le suivi, l'évaluation, justement la remontée du terrain de manière extrêmement régulière. Par exemple, pourquoi aujourd'hui c'est toujours aux associations de faire le comptage des féminicides ? On pourrait tout à fait créer un observatoire des féminicides en France avec la PQR, voilà, ça c'est des choses que nous on aimerait beaucoup faire à la Fondation des femmes, au continuer à aider. Donc par exemple le suivi de l'évaluation, c'est de savoir où est le problème, savoir aussi évaluer en temps réel où est, par exemple les hébergements ont augmenté, mais on ne sait pas exactement où ils sont sur les territoires. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des territoires qui sont dotés, bien dotés, d'autres très très mal dotés. Par exemple, dans les dom-toms, c'est très mal doté, alors qu'ailleurs, ça peut être parfois, c'est jamais trop doté, mais disons qu'il y a des territoires dans lesquels il y en a suffisamment. Autre chose de suivi d'évaluation, je vois qu'il y a 524 hôpitaux qui ont signé des conventions pour prendre des plaintes à l'hôpital. C'est génial. Combien de plaintes sont prises à l'hôpital ? Ça fait partie des choses, on n'a pas les chiffres, qui seraient pourtant extrêmement utiles de savoir si on est dans un satisfecit d'une mobilisation générale ou si vraiment on est en train de changer la vie des femmes. Et ça, c'est nous, ce qu'on espère, plus que tout, c'est changer évidemment la vie des femmes. Donc le suivi, l'évaluation, et ensuite évidemment la deuxième chose sur laquelle nous on insiste, évidemment, c'est le budget. Le budget qui, on l'avait demandé, on l'a chiffré, on a tous les chiffrages, on sait ce qu'il faut. Il faut un peu plus de 2,6 milliards d'euros. Et même s'il a augmenté depuis 2017, et ça on ne peut que le reconnaître, il est néanmoins toujours extrêmement faible, puisqu'aujourd'hui il est toujours à moins de 300 millions en global dans tous les ministères, alors qu'il faudrait, je vous l'ai dit, 2,6 milliards. Donc pour conclure, puisqu'on a 5 minutes 30, voilà, il y a aussi des angles morts, mais en tout cas, nous ce qu'on voit, c'est globalement sur le Grenelle, mobilisation, mais comme pas de moyens pour faire fonctionner la machine, ni de machine en fait de suivi d'évaluation générale de ce qui se passe, eh bien on voit que là ça s'étiole, et quand la mobilisation s'étiole, les féminicides repartent. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais il y en a deux qui nous semblaient très parlants pour illustrer la massification de cette difficulté et son appréhension par les forces de sécurité intérieure. C'est d'abord le nombre de victimes de violences conjugales de sexe féminin prises en charge par la police en 2024. 136 000 femmes prises en charge en 2024 pour violences conjugales. C'est une toutes les 4 minutes, c'est-à-dire aussi une nouvelle procédure judiciaire toutes les 4 minutes liée à cette prise en charge. À un instant T, ça représente 60 000 procédures traitées par les forces de sécurité intérieure. Et par ailleurs, 244 000 interventions en 2024 au domicile de particuliers pour des violences intrafamiliales par la police. C'est une toutes les 2 minutes. Le second point, à titre liminaire, encore une fois, c'est cette priorisation qui est effectuée. Je rebondis sur ce qui a été dit à l'instant par Madame Maillefer. La mobilisation ne fléchit pas, c'est toujours un axe prioritaire d'intervention de la police nationale. 3 exemples peut-être. D'abord, la qualité que j'endosse aujourd'hui, celle de référent national vif pour la police nationale. J'ai des homologues pour la gendarmerie et la préfecture de police. C'est un office qui a été créé en 2021 dans le sillage immédiat du Grenelle des violences conjugales et qui implique donc au niveau du directeur général de la police nationale lui-même un suivi stratégique de l'ensemble des plans. Donc on pourra y revenir sur les mesures puisqu'elles sont suivies, elles font l'objet de feedback dans notre institution. Par ailleurs, on a depuis le Grenelle des violences conjugales, ça n'a pas commencé, mais on a avec le Grenelle, mais on a structuré, détaillé le corpus de doctrines et d'instructions qui concernent la prise en charge et l'accueil des victimes de violences conjugales, la priorisation aussi du traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Et la troisième chose, toujours en termes de suivi, c'est un suivi qu'on a développé aussi sur les procédures judiciaires en tant que telles, donc au niveau mensuel qui nous remonte.
Vous nous aviez indiqué que le temps était compté, donc je ne reviendrai pas sur l'ensemble des mesures du Grenelle des violences conjugales qui concernaient la police nationale. Peut-être juste vous dire en quelques mots les 3 axes qui ont été suivis par mon institution pour mettre en place les mesures qui avaient été décidées dans le cadre du Grenelle et qui regroupent ces mesures. La première, et c'était jugé prioritaire, c'était la professionnalisation des policiers en matière de violence intrafamiliale. Je vous donne 2 exemples très rapidement. C'est d'abord la spécialisation de nos groupes d'enquête au sein des services d'enquête de manière générale. Je ne rentre pas dans le détail des organigrammes qui vous intéresseront peu, mais je vous indiquerai simplement que dès lors qu'on a des services d'enquête de plus de 40 enquêteurs, on a structuré, spécialisé au sein de ces services les personnels qui traitent des violences intrafamiliales. On appelle ça des groupes de protection de la famille et ils sont désormais 153 sur l'ensemble du territoire national, donc métropolitain et outre-mer. Par ailleurs, on a fait un gros travail de formation de nos personnels au sein de la police nationale sur la thématique des violences intrafamiliales et d'ailleurs plus largement sur la prise en charge des publics vulnérables par nos personnels. Depuis 2019, on a 126 000 policiers qui ont été formés spécifiquement sur cette question-là. En formation initiale, c'est 100% des policiers, quel que soit le corps, quel que soit le grade, donc, qui font l'objet d'une formation donc, par plusieurs aspects, sur l'aspect strictement judiciaire, mais aussi avec une ouverture sur la psychologie, la prise en charge des victimes. Et puis en formation continue aussi pour les policiers qui sont amenés à travailler spécifiquement sur ces questions-là. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge des victimes de vif. On a plusieurs cas, on a travaillé de concert avec la justice, je laisserai mon homologue pour le ministère de la Justice les détailler, mais il y a notamment l'instauration de la grille d'évaluation du danger, qui était une mesure souhaitée par le Grenelle et à la refonte de laquelle nous travaillons activement, donc qui est remplie au moment du dépôt de plainte par la victime systématiquement, en plus de son audition de plainte, et qui vise à évaluer cette criticité du danger qui pèse sur elle vis-à-vis de son conjoint et qui du coup permet à l'autorité judiciaire de mettre en place ses propres dispositifs, donc le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grand danger. Par ailleurs, on a essayé de développer, ça a été évoqué aussi dans les propos antérieurs, la prise en charge globale des victimes, donc au-delà du seul traitement judiciaire qui est prioritaire puisque c'est notre cœur de métier, en développant au sein de l'institution policière, c'était aussi une demande du Grenelle, la présence des psychologues. Maintenant, on en a plus d'une centaine au sein de la police pour prendre en charge les victimes. Ça représente sur l'année 2024 87 000 personnes prises en charge. Par ailleurs, les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie, là encore une demande actée dans le cadre du Grenelle, ont été augmentés puisque maintenant on en compte 485, et on a également développé les permanences des associations au sein des commissariats qui se comptent maintenant au nombre de 154. Et c'est pareil, on suit le dispositif de plainte hors les murs pour les victimes, notamment dans les établissements hospitaliers. Je ne veux pas vous assommer de chiffres non plus, mais maintenant on a 176 conventions qui ont été signées depuis le Grenelle avec plus de 440 établissements, notamment de santé. Alors, qu'en est-il maintenant du retour des victimes de vif sur ces dispositifs, puisque c'est important pour nous de savoir ce qu'elles en pensent de cet accueil, de cette prise en charge. Là encore, c'était une demande du Grenelle qui a été mise en place par l'Inspection générale de la police nationale à travers son rapport annuel d'activité. Je vous renvoie, il est public si vous souhaitez en savoir davantage, mais qui, en fait, à travers un échantillon de personnes qui ont déposé plainte, essaie d'étayer les mesures qui sont mises en place. Je pourrais revenir, mais le taux de satisfaction sur l'année 2024, il était de 80% avec des axes d'amélioration très clairement identifiés. Si vous le souhaitez, je reviendrai dessus. Et le troisième axe, très rapidement, c'est l'aspect numérique des outils qu'on cherche à développer en amont avec un fichier de prévention des violences intrafamiliales qui a été développé, qui permet un accès simultané à plusieurs fichiers. C'est utile pour les patrouilles lorsqu'elles interviennent à domicile. C'est aussi utile pour les enquêteurs pour avoir un accès plus rapide à des informations et traiter plus rapidement leurs enquêtes. Et un second axe au niveau numérique, c'est en aval pour, encore une fois, l'accueil et la prise en charge des victimes permettent d'offrir aux victimes
de choisir la temporalité de l'accueil et du dépôt de leur plainte. Donc il y a notamment la plateforme nationale d'accueil, d'accompagnement des victimes, et puis le projet Visioplainte, dont je pourrais dire un mot si vous le souhaitez. Encore une fois, ce sont des dispositifs qui se substituent pas à l'accueil physique dans les commissariats qu'on cherche à développer par ailleurs, mais en complément pour offrir tout un panel de possibilités de recueil de la parole de la victime. Je vous remercie. Au niveau du ministère de la Justice, depuis le 1er janvier 2024, on a mis en place des pôles spécialisés violences intrafamiliales à la fois dans tous les tribunaux judiciaires et dans les cours d'appel. Ce sont donc désormais des structures qui sont intégrées et qui nous permettent de changer de regard et de paradigme. D'une part, parce que désormais, l'organisation ne dépend plus d'une personnalité, d'un procureur par exemple, et le jour où il s'en va, le système s'effondre. On est vraiment sur quelque chose de structurel et d'institutionnel. Et d'autre part, on ne raisonne plus par dossier, mais on raisonne vraiment par personne et situation. Et le fait de raisonner par situation doit nous permettre de pouvoir beaucoup mieux évaluer le danger, sachant que ces pôles spécialisés sont adossés à des comités de pilotage qui associent l'ensemble des partenaires pour améliorer le maillage territorial. L'objectif de ces pôles spécialisés FIF, il est triple, c'est protéger plus vite, accompagner mieux et juger plus efficacement. Dans le protéger plus vite, alors j'intègre la grille d'évaluation du danger dont mon homologue a parlé, qu'on est en train effectivement de refonder pour être plus efficace. On a aussi le système d'évaluation des victimes qui est devenu systématique pour mieux criticiser la situation de danger. On a également les ordonnances de protection. 4171 ont été délivrés en 2024. Les téléphones grave danger, on a un peu plus de 6000 téléphones déployés. Les bracelets anti-rapprochement, 658 à ce jour, sachant que voilà, on a peut-être des difficultés sur lesquelles je reviendrai qui sont triples à propos de ces bracelets anti-rapprochement. Dans le Protéger Plus, j'intègre aussi la meilleure prise en compte des enfants qui désormais sont considérés comme des victimes et non plus comme des témoins. Une réforme de l'autorité parentale et peut-être qu'on a enfin compris que justement ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent en nous et qu'à l'âge adulte elles feront notre liberté ou notre carcan et donc un lieu de répétition. Dans le Protéger Plus, j'ajoute aussi trois notions qui sont très importantes. Donc l'emprise, qui est un état qui nous rappelle pourquoi les femmes n'arrivent pas à en sortir. Ce qui est habituel devient normal, ce qui devient normal devient mérité, ce qui devient mérité devient supportable. Ça c'est l'emprise, c'est l'état de la victime. Ensuite, il y a les actes qui sont posé par l'auteur, le contrôle coercitif, que je qualifie un petit peu de pieuvre. Et la troisième donnée, c'est les violences vicariantes quand les enfants sont utilisés comme des instruments pour atteindre la victime. Ces trois notions, on est en train de mieux les saisir. Pour le contrôle coercitif, on a à peu près 200 décisions qui s'y rapportent en France. Et je crois que vraiment là où on doit progresser, c'est de considérer que le danger, c'est pas un instant, c'est une dynamique. Et que prévenir un féminicide, c'est pas s'arrêter au dernier événement, c'est au contraire pouvoir voir la trajectoire et c'est-à-dire mettre ensemble cette succession d'actes, de signaux faibles, de ruptures, de silence et de fractures pour arriver à mieux évaluer le danger, donc à être très en amont, avant le paroxysme, avant la rupture et avant la violence. À titre personnel, puisque j'ai été une bonne vingtaine d'années sur le terrain, très souvent j'ai retrouvé du contrôle coercitif dans les féminicides que j'ai eu à traiter et plus globalement dans les violences conjugales. Le deuxième volet, c'est accompagner mieux, donc un accompagnement par le biais des associations où on peut, je crois, encore progresser parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent un accompagnement au début et puis qu'ensuite il n'existe plus tout au long de la chaîne. Donc là, on a vraiment une marge de progression, en particulier en ruralité où la difficulté, où il y a une difficulté plus grande à parler pour toute une série de raisons. Accompagner mieux, c'est le dépôt de plainte hors les murs, c'est le recueil de preuves sans plainte. À cet égard, 25% des conventions qui sont actuellement signées prévoient ce recueil de preuves sans plainte. Il me semble qu'on peut encore progresser. Et ça, enfin, le signalement par des tiers possibles, puisque vous savez que depuis le 30 juillet 2020, un médecin va pouvoir faire un signalement dès lors qu'il constate qu'une femme est sous emprise et qu'elle encourt un danger immédiat. Le dernier volet, c'est juger plus efficacement. Ça passe par la formation des magistrats. On a quand même beaucoup progressé sur ce volet-là. C'est aussi une politique plus franche de déferrement pour pouvoir avoir une réactivité judiciaire et répondre plus tôt, avec aussi des systèmes de prise en charge. Donc on a ce programme de prévention de la récidive. On s'inspire aussi de techniques étrangères comme ODARA. On a le contrôle, le placement avec contrôle probatoire judiciaire qui se développe,
qui est déployé actuellement sur une dizaine de sites. Et l'administration pénitentiaire utilise également la réalité virtuelle. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un gadget, puisque j'ai regardé le film, et c'est 12 minutes d'immersion où vraiment l'auteur est mis à la place soit de la victime, soit de l'enfant, avec en même temps une évaluation qui est faite à côté, avant la projection du film, juste après et à 6 mois. Voilà, on se rend compte qu'on a des connexions qui se font un petit peu différemment. Alors en chiffres, et j'en terminerai ainsi, 145 000 personnes mises en cause en 2024, 38% de classement sans suite. Alors c'est encore beaucoup, mais on a progressé. Sur les violences sexuelles, si je fais un comparatif, on est à plus de 60% de classement sans suite. Ce qui veut dire qu'en matière de violence intrafamiliale, on a progressé et que finalement, ce qu'on met en place pourrait servir dans d'autres contentieux où les femmes sont victimes. Il y a très peu de classements sans suite en opportunité, 7%. Alors en estimant, voilà, soit carence plaignant, soit on considère que les faits ne sont pas suffisamment graves. Et dans 60% des cas, on a des poursuites, dont 20% en comparution immédiate. Donc on est quand même sur des réponses pénales qui sont plus incisives qu'avant le Grenelle des violences conjugales. 8 ans après MeToo, 6 ans après le Grenelle, force est de constater que, aujourd'hui encore, la situation est dramatique. En 2025, plus de 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. En 2024, puisque nous n'avons pas encore les chiffres de 2025, plus de 900 femmes se sont suicidées ou ont tenté de se suicider sous la pression ou le harcèlement de leurs proches. Ce sont des centaines de milliers de femmes, d'enfants qui, dans notre pays, vivent dans la terreur d'un bourreau au quotidien. Et toujours pour nous, l'impression de voir la même histoire. Aussi, moi, parvenir sur le bilan, et c'est important qu'on parle du bilan et de tout ce qui a été fait, mais je pense qu'il y a urgence à voir comment nous continuons d'avancer beaucoup plus fort pour que ce fléau disparaisse. Parce qu'on voit que ces violences sont profondément systémiques dans notre pays. Elles sont profondément systémiques dans un moment, et j'ai eu l'occasion de l'évoquer hier lors des questions d'actualité, dans un moment où nous voyons émerger très rapidement dans notre pays des courants masculinistes qui sont construits autour d'une idéologie de violence envers les femmes, de destruction des droits des femmes. Aussi, j'aimerais avoir votre regard sur comment nous pouvons entreprendre une politique de transformation radicale et rapide sur ce sujet pour protéger entièrement les victimes. Il y a plusieurs propositions de loi, projets de loi qui sont actuellement, on va dire, en préparation. L'une a été déposée, un projet de loi est en préparation de loi intégrale ou de loi cadre. Quel est votre regard aux uns et aux autres dessus? Quel est votre regard sur la réalité des budgets que nous avons augmentés mais qu'il faut encore certainement renforcer? Bref, comment nous pouvons faire en sorte que ce fléau devienne vraiment un passé? D'autres pays y sont arrivés. Objectivement, nous n'y sommes pas encore arrivés en France. J'aimerais, pour ma part, vous interroger sur la question de l'accueil et de l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales lors de leur dépôt de plainte. L'Observatoire national des violences faites aux femmes fait état d'un chiffre accablant. Seulement une femme victime de violences au sein de son couple sur 5 porte plainte. Ce qui explique au moins en partie ce constat, ce sont les conditions dans lesquelles les femmes victimes portent aujourd'hui plainte. On a parfois l'impression que c'est un triste jeu de hasard pour les femmes victimes de violences. Au moment d'entrer dans un commissariat, certaines seront prises en charge par une personne formée, d'autres non. Certaines entreront dans un commissariat où travaille une assistante sociale, d'autres non. La parole de certaines sera prise au sérieux et leurs droits seront rappelés. Pour d'autres, ce ne sera pas le cas. La prise en charge des femmes victimes de violences, notamment conjugales, reste trop aléatoire. L'accueil et l'accompagnement à géométrie variable ont de vraies conséquences graves. On remarque que les victimes de féminicide avaient assez souvent déjà porté plainte ou déposé une main courante contre leur bourreau, et que cet appel à l'aide n'a pas été entendu par les autorités publiques. Il y a donc un vrai travail à engager autour du dépôt de plainte, sur la prise en charge et l'accompagnement des victimes par les commissariats. Et je voudrais justement, je poserai la question à la ministre, mais connaître vos préconisations pour améliorer cet aspect essentiel de la lutte contre les violences conjugales. Ma deuxième question, elle est autour de la procédure du plaidé coupable proposée par Gérald Darmanin. Quelles sont les conséquences du plaidé coupable? Quelles conséquences auront
sera pour la victime et pour les victimes. Et là, je peux poser aussi cette question aux associations d'ailleurs. Donc, selon vous, quelles seront les conséquences du plaidé coupable? Je vous remercie. D'abord, dire à Mme Marifer que je partage son interrogation sur la nécessité de suivre, j'allais dire, les mesures du Grenelle et les 54 mesures qui ont été dessinées après ce Grenelle. En tant que ministre de la Santé, j'avais, moi, créé le comité de suivi pour les mesures qui concernaient la santé, ce qui a abouti au plan présenté par Elisabeth Borne en 2023 sur le développement des maisons des femmes, ce qui aboutit au fait de pouvoir déposer plainte dans les maisons des femmes, puisque ce comité de suivi réunissait, j'allais dire, toutes les composantes qui interviennent sur le sujet. Donc je ne peux qu'aller dans votre sens, et c'est aussi comme ça qu'au quotidien, on peut faire avancer les choses. Je regrette qu'il n'ait pas été poursuivi après. Deux choses pour moi m'interpellent beaucoup, d'ailleurs dans le quotidien et dans ce que vous avez dit. Je pense que le témoignage de Madame Rosenfeld doit nous interpeller sur l'emprise et sur comment on explique ou on apprend aux petites filles, aux jeunes femmes, au quotidien, comment on peut essayer, j'allais dire, avec quelques signaux, de pouvoir se sortir de cette emprise qui naît. Et Madame Bellouet, vous l'avez dit, samedi, j'ai été interpellée par une femme dans un forum qui vient me voir en me disant « Mon mari vient de me retirer ma carte bleue, est-ce que c'est grave ?» Je crois que là, on a collectivement la question et que peut-être le Grenelle n'a pas du tout pris en compte sur les enjeux autour de la prévention, de l'éducation, autour de tous ces sujets, des signaux d'alerte. Voilà. Et vos deux interventions, les témoignages que nous avons peut-être au quotidien doivent peut-être nous alerter sur des mesures qui n'ont pas été encore mises en place. Voilà, le programme EVARS est un premier signal. Il ne répondra sans doute pas à ces questions-là, mais peut-être on doit ensemble trouver les moyens. Alors les associations jouent leur rôle, mais quotidiennement, comment on peut essayer à une femme qui vient vous voir et qui dit « Mon mari m'a pris ma carte bleue », c'est sans doute le premier signal de quelque chose qui va n'aller qu'en s'accélérant. Et comment cette femme, on peut essayer de l'alerter. Voilà, elle a posé la question, c'est bien. Mais derrière, c'est quoi le suivi? Et je dois dire que depuis samedi, je m'interroge sur le suivi. Et voilà. Donc c'est plutôt ça ma question sur voilà, est-ce que le Grenelle n'a peut-être pas mis suffisamment le sujet de l'éducation, de la prévention, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer, sur les signaux faibles qui doivent collectivement nous alerter, et qui les reçoit, et quand on les reçoit, comment on les diffuse et comment on accompagne les femmes qui émettent ces signaux. Quand on parle de violence conjugale, et vous l'avez mentionné en évoquant la question des violences vicariantes, on n'est jamais très loin de la question de la violence sur les enfants. On dit que les enfants sont des victimes de ces violences conjugales par le fait même qu'ils en sont les témoins, et ils sont parfois en plus victimes de violences sur leur personne. J'ai beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur la façon dont on porte au nu, si je puis dire, la question du lien de l'enfant avec le père, qui conduit à, il me semble, continuer à privilégier des médiations, des droits de visite, etc., qui, y compris dans des cas où il y a eu, il me semble, des violences conjugales. Et c'est un sujet qui nous est beaucoup aussi soulevé dans les cas où il y a des suspicions fortes d'inceste. Et on est aujourd'hui face à un mouvement très fort et très émouvant de la part de mères qui se disent des mères protectrices et qui montrent comment, quand elles essayent de se protéger elles-mêmes, mais aussi de protéger leurs enfants des violences qu'elles peuvent subir ou des violences dont elles supposent ou dont elles savent que leurs enfants sont les victimes, sont finalement confrontées à une justice qui leur répond que le lien du père et de l'enfant est primordial et qui les contraint parfois soit à ce type de dispositif de médiation dont elles considèrent qu'ils sont tout à fait néfastes pour leurs enfants, et parfois les contraint aussi à même être poursuivies, criminalisées quand elles font ce choix de se dire la protection de mon enfant avant mes obligations de restituer l'enfant à l'heure dite le jour où le dit. Et c'est un sujet qui m'interroge beaucoup. Qu'est-ce que vous auriez à nous donner comme information sur la façon dont aujourd'hui sont organisées, même parfois prescrites par la justice, des médiations, des rencontres, des visites dans des cadres où il y a eu des violences avérées, où il y a de fortes suspicions de violences, qu'elles soient
conjugales, qu'elles soient sur les enfants, qu'elles soient de nature sexuelle ou non. C'est un sujet qui me préoccupe énormément. Je vous remercie. Vous l'avez toutes et tous indiqué, les chiffres révèlent aujourd'hui l'ampleur de ce phénomène de société qui fut longtemps masqué et les différentes formes qu'il prend. Il nous faut donc agir toujours plus et plus fort sur la prévention, l'accompagnement, le travail des forces de l'ordre, le traitement judiciaire et les peines. C'est sur ces derniers points, je crois qu'il reste beaucoup à faire. Trop de plaintes déposées, même si ça s'améliore, aboutissent encore à un classement sans suite. Nous le savons, et la machine judiciaire peut broyer les femmes ou tout au moins les décourager profondément. Madame la ministre, qui n'est pas là, souhaitait donc porter une disposition qui permette que chaque classement sans suite soit justifié. C'est bien, mais il y a d'autres questions qui sont à soulever. Comment pourrions-nous avancer pour replacer la victime au cœur des procédures ? Plus concrètement, comment faire en sorte que les magistrats puissent prioriser les dossiers en fonction de l'urgence des situations ? Comment accompagner les femmes dans la collecte des preuves, car souvent le sans-suite, c'est pour preuves non caractérisées. Effectivement, les chiffres qu'on a sur le taux de plainte correspondent et corroborés avec les chiffres que vous avanciez. Le service de statistiques ministérielle de la sécurité intérieure, le SSMSI, publie chaque année, ces données sont publiques, une enquête de victimation vécue et ressentie en matière de sécurité. Et il en ressort que 16% effectivement seulement des victimes de violences conjugales déposent plainte et 6% des victimes de violences sexuelles déposent plainte. Donc on a, au-delà des chiffres de prise en charge des victimes que je vous avais indiqués, qui sont en eux-mêmes considérables, on a tout un pan de victimes qui ne sont pas encore prises en charge, qui n'ont pas encore révélé les infractions dont elles ont été victimes. Donc le constat, on le partage. En revanche, des dispositifs ont été mis en place, je les ai mentionnés sans pouvoir les détailler, mais sur notamment le développement d'une prise en charge globale, qu'une victime, lorsqu'elle franchit le seuil d'un commissariat, et effectivement voit non seulement un policier pour initier une procédure judiciaire qui sera ensuite suivie par le magistrat, mais également puisse avoir accès directement à un psychologue. On les a beaucoup développés, ce sont des psychologues qui sont contractuels, donc qui font partie de la police nationale, et leur nombre, avec des budgets qui sont contraints pour tout le monde, ont été augmentés depuis 2019. Des intervenants sociaux aussi qui ont été augmentés, au-delà d'ailleurs des mesures du Grenelle, et puis ces permanences d'associations. Alors il en faudrait encore plus, mais on continue d'augmenter, de faire en sorte que au sein de ces commissariats directement, les victimes puissent avoir une parole qui soit totalement libérée. Et j'évoquais, Madame la Présidente, les taux de satisfaction de 80%. Alors je ne le dis pas pour nous en satisfaire et considérer que le travail est fait. Je le dis parce que ça nous permet, nous, d'avoir un premier diagnostic, un premier constat et de voir les pistes d'amélioration. C'est 80% en tout sur le taux de satisfaction pour l'accueil, la prise en charge et le suivi des dossiers. Mais lorsqu'on regarde dans le détail, sur l'accueil, c'est 83%, mais avec les axes qu'on nous suggère, c'est notamment sur le délai d'attente au moment de dépôt de plainte. C'est le problème de la confidentialité des échanges au moment où la victime est reçue et auditionnée pour déposer plainte, avec parfois des bureaux qui sont partagés par plusieurs policiers des victimes qui peuvent être entendus de manière simultanée. Et puis un état général des locaux. Sur la prise de plainte en elle-même, le taux de satisfaction est de 89%. Sur cet échantillon qui nous a été donné en 2024. Et en revanche, ce qui ressort en troisième point, c'est sur le suivi qui, lui, donne des taux qui tombent à 71%, et notamment sur les suites spontanées qui seraient données à la victime une fois qu'elle a déposé plainte. Et là, on voit que c'est clairement une attente des victimes en général que d'être recontactées pour savoir où leurs dossiers en sont. Donc, ça constitue pour nous des axes de travail. Et c'est aussi pour ça, je l'ai aussi simplement mentionné, mais que les aspects numériques nous semblent importants à développer en parallèle. J'ai mentionné la plateforme nationale d'accompagnement des victimes qui a été créée en 2022, mais qui en fait, vous le savez sans doute, a pris la suite d'une autre structure qui lui préexistait et qui avait été créée en 2018. Et on voit que cette plateforme qui permet aux victimes de chatter, c'est le terme qui a été retenu, avec des policiers et des gendarmes formés au recueil de la parole, avec des psychologues au sein de cette structure, cette plateforme est en train de connaître un essor qui est très important. L'année dernière, gendarmerie, police confondue, c'était 30 000 chats. Pour la seule police, 24 000 chats. Et sur ces 24 000, il y en a quand même 1 sur 2 qui donne lieu à un signalement.
c'est-à-dire derrière à des suites judiciaires effectives. Donc on constate que ce dispositif-là, c'est pareil pour le projet de visioplainte qui va être développé à compter de 2026, ça va être encore un élément en plus dans ce panel offert à la victime. Initialement, pour être très clair, c'était pas forcément envisagé pour les victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles en particulier, d'autant que les créneaux envisagés pour les visioplaintes, c'est d'1 heure, et que ça doit donner lieu derrière quand même à un déplacement de la victime au sein d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie. Mais l'idée est toujours la même, c'est de pouvoir permettre d'initier ce contact de la manière numérique, si c'est ce que souhaite la victime, pour ensuite la préparer, et lorsqu'elle franchit les portes du commissariat, il y aura déjà un premier contact qui aura été fait. Donc en fait, les deux outils sont perçus de manière complémentaire. Sur notre cas, sur 15 ans, les 2 femmes qui ont porté plainte, moi j'ai même pas osé porter plainte, mais c'est prescrit. 6 ans, en fait, c'est trop peu. Moi, j'arrivais même pas à mettre un mot sur le nom de l'emprise. Je croyais que c'était normal et que j'étais folle. Je pensais que c'était moi. Et c'est petit à petit, je me suis dit, en fait, il en a eu 2, puis 3, puis en fait, il a eu toutes les folles de la ville, en fait, le pauvre. Et donc, vraiment, je pense que 6 ans, c'est trop peu. Et donc, elles ont porté plainte parce que les dernières datent de 2024 et elles ont peur de parler. C'est trop peu. Je pense qu'il faut vraiment... Et je crois qu'à mon époque, donc moi j'étais dans cette relation en 2014 et c'était 3 ans la prescription. Sur les questions budgétaires, donc on a fait une enquête cet été parce que nous avions les grands réseaux associatifs qui ont sollicité la Fondation des femmes en expliquant qu'il y avait des situations graves sur le terrain. L'enquête qu'on a menée, une enquête donc sur quelques semaines, 71% des associations interrogées déclaraient avoir une situation financière dégradée ou très dégradée. Ce qu'il faut comprendre aussi, juste en préambule, c'est que nous avons, comme ça a été souligné là, grâce à la communication, à la mobilisation, de plus en plus de femmes réussissent à prendre conscience, etc. Donc on a de plus en plus de plaintes et du coup de plus en plus de femmes qui sollicitent les associations. Donc on n'est pas à nombre de sollicitations constantes. On est en constante augmentation chaque année. Évidemment, l'augmentation que vous allez voir budgétaire ne suit pas cette tendance. Donc 71% des associations déclarent une situation financière dégradée avec des baisses sur les baisses. 38% des associations déclarent des coupes des conseils départementaux, 31% des communes, 26% de l'État, 25% des conseils régionaux et intercommunalités. En conséquence, qu'est-ce que vous faites si vous pensez que vous avez des baisses, cette année? 50% disent qu'elles doivent diminuer certaines activités, 28% répondent qu'elles réduisent leur capacité d'accueil, 30% déclarent fermer des permanences, 50% ont procédé à une réduction de la masse salariale ou envisagent de le faire en 2025. Exemple, le CIDFF de Nantes a dû procéder à un licenciement fin mai d'un poste de juriste. Le CDFF des Côtes-d'Armor ont fermé des permanences d'accès au droit en milieu rural, alors que, on le sait, 50% des féminicides ont lieu en milieu rural, alors que 30% de la population y vit. Le CDFF des Deux-Sèvres a fermé la permanence juridique de Thouars. Dans les Alpes-Maritimes, fermeture d'une permanence juridique, réduction de 3 permanences. Dans la Drôme également, on en a parlé, c'était des permanences sur la vie des conseillers sur la vie affective et sexuelle dans la Drôme. 7 permanences en milieu rural ont fermé suite à une coupe budgétaire du département. Alors c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on a par ailleurs plutôt des indications d'augmentation. Et du coup, je voulais aussi vous donner quelques chiffres là-dessus que j'ai quelque part sur le budget. Alors, les rapports de la Fondation des femmes, par ailleurs, concordent avec les rapports de la Cour des comptes et les rapports du Sénat, qui tous disent la même chose sur le manque de coordination, sur le manque de financement. Le rapport du Sénat explique aussi le montant dérisoire, en fait, qu'on met sur la table pour régler le problème des violences conjugales. Dérisoire d'autant plus si on le compare au montant des frais, des coûts que ça a en fait pour la société française, parce qu'on parle toujours du fait qu'il faudrait augmenter le budget, mais sachez que ça baisserait d'autres budgets si jamais on luttait efficacement contre les violences faites aux femmes. Bon, je préférerais qu'on le fasse juste parce que c'est important, mais il s'avère qu'en plus ce serait une bonne idée financièrement. Sur le PLF 2026, il y a effectivement une petite hausse du programme 137, qui est le programme du droit des femmes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le programme du ministère des droits des femmes n'est pas le seul mobilisé
bien évidemment et bien heureusement, parce qu'il est moins de 100 millions d'euros, donc heureusement. C'est les plus grosses, d'ailleurs les plus gros budgets, ça va plutôt être police, justice et logement, qui sont les plus gros budgets mobilisés sur ces questions-là. En tout cas, la hausse du budget 137 du programme 137, c'est surtout l'augmentation de l'aide universelle d'urgence qui est de droit. Donc, en fait, cette augmentation n'est pas réellement une décision politique, c'est de droit à partir du moment où il y a cette aide universelle d'urgence. Et elle est corrélée à des baisses. Donc, on a noté en 2025 47% de baisse pour l'action 23. C'est la coordination dont je parlais et la communication autour du programme d'égalité femmes-hommes du gouvernement. Une baisse de quasiment 10% sur l'accès aux droits et l'égalité professionnelle. Une baisse de 2,3% de la lutte contre les violences sexuelles et la prostitution. Donc, on voit que cette année, on est quand même sur un budget très différent des années précédentes, puisqu'en fait, on avait plutôt année après année une augmentation réelle de ce budget. Et là, on voit qu'on est à plus rien du tout, quasiment moins de 2% d'augmentation, alors que l'inflation est aussi à moins de 2% d'augmentation. Donc, autant dire qu'on est, pour la première année, sur une sorte de stagnation. Mais à nouveau, stagnation où à l'intérieur, on se rend compte que ça va plutôt être l'aide universelle d'urgence qui va augmenter. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un problème qui se résoudra si on ne met pas les budgets derrière, puisque comme vous l'avez d'ailleurs tous et toutes rappelé, si on regarde les chiffres, on est effectivement sur un contentieux de masse. C'est massif, c'est beaucoup de gens, donc beaucoup de femmes. Donc, si on veut vraiment régler ce problème, on ne peut pas faire autrement que de créer massivement des postes. Et j'entendais par exemple 100 psychologues, c'est bien, mais 100 psychologues, c'est-à-dire un par département. Par rapport à 136 000 victimes qui se signalent, par rapport à 244 000 interventions, ça me paraît dérisoire par rapport à ce qu'il faudrait faire pour répondre à tous les besoins et à toutes les demandes, malheureusement. Donc moi, je ne sais pas comment on peut faire à budget constant, comme là c'est le cas. Enfin, on voit ce qu'on peut faire. En fait, c'est juste qu'il y a des femmes qui meurent. Donc sur le plaidé coupable, alors, il y a l'idée générale. En fait, je pense que chaque personne qui a été victime de violences sexuelles, ce qu'elle désire, en fait, probablement au plus profond d'elle, c'est qu'ils reconnaissent ce qu'il lui a fait. Malheureusement, ça n'arrive jamais. Et moi, mon inquiétude, c'est qu'on soit, comme souvent malheureusement sur notre sujet, sur des intentions, en fait, de gestion des flux et des stocks, et de gestion de la surpopulation carcérale, et qu'on masque ces inquiétudes et ces réalités quand on gère un pays, et je les entends, derrière des discours qui ne sont pas ceux-là. Plaider coupable quand on est un homme victime de viol, un homme agresseur, un homme violeur. Un violeur, il a devant lui, en fonction de ce qu'il a fait et des preuves qu'il y a soit les preuves sont irréfutables, genre procès Bazin. Et du coup, s'il plaide coupable, il a une réduction de 2/3 de sa peine. Mais vu que les preuves sont irréfutables, il aurait pu être condamné. Ou alors, il n'y a pas assez de preuves et il sait qu'en fait, il n'a aucun intérêt, mais aucun intérêt à plaider coupable. Donc, je ne vois pas quelles vont être les conséquences à part des réductions de peine. Je ne pense pas que la prison résout la problématique dans tous les cas des viols et des violeurs, mais en tout cas, je préférerais qu'on n'avance pas masqué sur cette question et qu'on dise la réalité des choses, que d'ailleurs le ministre Dupond-Moretti avait dit à un moment donné, que le problème de nos sujets, c'est la surpopulation carcérale, et que du coup, c'est le problème d'ailleurs de pourquoi il y a autant de classements sans suite sur les plaintes pour viol, pourquoi il y a autant d'affaires qui meurent dans des tiroirs, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire de tous ces viols, et on ne sait pas quoi faire de tous ces violeurs, et on ne sait pas quoi faire de tous ces agresseurs et ces hommes violents. Et on n'a clairement pas la place de les mettre en prison. Donc moi, je préférerais qu'on ait justement dans cette idée d'une politique cohérente et globale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette politique cohérente et globale, ça devrait, à mon avis, être un pilotage au plus haut niveau, limite rattaché au président de la République, avec une vision cohérente d'ensemble sur tous les ministères, avec une réflexion en profondeur, y compris de comment on fait. En fait, si on dit vraiment aux femmes d'aller porter plainte, on fait comment pour vraiment faire en sorte qu'on entend, qu'on reçoit toutes les plaintes et qu'on enquête sur toutes les plaintes. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et on ment aux femmes quand on leur dit qu'on va le faire, alors que ça n'est pas possible. Il n'y a pas le staff, il n'y a pas les équipes, il n'y a pas tous les enquêteurs pour le faire. Il faudrait en mettre beaucoup plus.
Et même s'il y a de la bonne volonté, hein, je le conçois, mais en tout cas, il n'y a pas absolument pas ce qu'il faut. Donc une coordination nationale pour que les remontées que peut-être vous faites au ministère de l'Intérieur, et je vous en félicite, peut-être qu'il y a eu à un moment donné au ministère de la Justice, que tout ça remonte et qu'on puisse vraiment étudier ce qui fonctionne pas, où sont les blocages, et qu'on puisse avoir une parole aussi de vérité par rapport aux femmes sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire, et qu'on puisse y apporter des solutions, des vraies solutions, avec derrière un budget qui permette leur réalisation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je reviens juste du Sénat où il y avait des questions d'actualité et ensuite je pars pour signer avec l'Association des maires ruraux une convention qui nous permet de fortifier nos liens de manière à garantir que dans toutes les communes rurales, il y ait des référents égalité qui sont extrêmement précieux dans des territoires où nous savons que malheureusement il y a une surreprésentation de la question des violences. 50% des violences s'y déroulent pour seulement 30% de la population. Ce n'est pas une volonté de stigmatisation de ces territoires que de dire ça, c'est juste d'assumer qu'il y a parfois plus de difficultés qui peuvent se concentrer parce que l'absence d'anonymat ou la question de la mobilité notamment rendent parfois plus difficile encore la possibilité du départ. Vous m'avez demandé, Madame la Présidente, d'être présente à votre table ronde de manière à aider à dresser un bilan, en tout cas celui que le gouvernement peut faire. Permettez-moi d'abord de saluer votre travail, Madame la Présidente, vous et puis l'ensemble des membres de la délégation, puisque c'est aussi grâce à vous, bien sûr, qu'un certain nombre d'évolutions, notamment législatives en 2025, ont pu voir le jour. Je pense évidemment à la question de l'intégration dans le code pénal du non-consentement au regard de vos travaux et de ceux de votre collègue Marie-Charlotte Garin. Chaque année, la semaine du 25 novembre nous rappelle avec force que les violences faites aux femmes demeurent l'un des principaux obstacles à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Jeudi dernier, 4 femmes ont été assassinées. Elles s'appelaient Mélina, Laure, Élodie et Béatrice. Elles n'avaient ni le même âge, ni n'habitaient au même endroit, ni n'appartenaient aux mêmes milieux sociaux. Mais toutes ont désormais un point commun, celui d'avoir été tuées parce qu'elles étaient des femmes, parce qu'elles voulaient être libres et parce qu'elles venaient d'annoncer à leur conjoint qu'elles le quittaient. Leurs histoires auraient dû faire la une des journaux, leurs prénoms auraient dû ouvrir tous les JT. Ça n'a pas été le cas. Car les féminicides et les violences faites aux femmes ne sont ni des faits divers, ni des secrets de famille, ni des histoires honteuses. Ce sont des faits de société et même des faits politiques. Les féminicides sont l'expression la plus extrême d'un continuum, celui des violences faites aux femmes. Violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, numériques. Violences qui entravent la liberté, la santé, la dignité, l'autonomie. Elles sont encore trop nombreuses aujourd'hui à vivre dans la peur. Et ils sont encore trop nombreux à penser pouvoir disposer de la liberté du corps, de la vie d'une femme, comme si elles étaient leur propriété. Face à cela, la lutte contre les violences faites aux femmes doit être un combat total. Un combat mené contre toutes les formes de violence et dans tous les milieux, et un combat mené par toute la société. Un combat aussi mené partout, comme je le disais, dans les territoires, notamment ruraux, mais aussi en Outre-mer, qui a des difficultés spécifiques et où notre action doit être encore renforcée. L'action de l'État s'inscrit résolument dans cette approche territoriale. Aucune femme, quel que soit son lieu de vie, ne doit être laissée seule face à la violence. Depuis 2017, la France a engagé un effort sans précédent contre les violences faites aux femmes. Depuis 2019 et le Grenelle de lutte contre les violences conjugales, nous avons triplé les moyens budgétaires consacrés aux politiques d'égalité. Nous avons régulièrement renforcé notre droit et, je le disais, l'année 2025 a marqué une avancée décisive avec l'intégration dans la loi pénale de la notion de non-consentement. L'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, très longtemps retardée, a enfin des programmes désormais publics et publiés depuis le 6 février 2025. Ils sont mis en œuvre depuis la rentrée scolaire, dispensés 3 fois par an dans toutes les écoles, collèges, lycées de France, quel que soit leur statut. Une première évaluation sera conduite par le ministère de l'Éducation nationale en décembre prochain. Elle joue un rôle majeur, nous le savons ici, dans la prévention, en sensibilisant les jeunes au respect, à l'intégrité du corps, au consentement et à la lutte et la prévention contre les violences sexuelles. En quelques années, nous avons bâti une véritable chaîne de protection et d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. Nous avons formé massivement, puisqu'aujourd'hui, plus de 190 000 policiers et gendarmes ont été formés aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, et tous les magistrats bénéficient également d'une formation initiale obligatoire. Nous avons construit un maillage inédit avec près de 500 intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, 100 maisons de protection des familles liées à nos gendarmeries, plus de 120 maisons des femmes, maisons de santé des femmes actives ou en cours d'ouverture dans l'année qui vient. Et dans les zones rurales, plus de 600 communes bénéficient d'un élu rural relais de l'égalité du réseau de la MRF.
Nous avons rendu l'accompagnement et l'accès à l'écoute plus simple. 3919 est désormais ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des langues régionales ont même été déployées, notamment en créole pour les personnes en outre-mer. La plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, l'application Ma Sécurité, la plateforme nationale d'accompagnement des victimes permettent d'échanger avec des professionnels de la police et de la gendarmerie de manière anonyme 24 heures sur 24. Nous avons renforcé la protection des victimes avec le déploiement des téléphones grave danger et des bracelets anti-rapprochement, le renforcement et l'allongement de la durée des ordonnances protection, passées de 6 à 12 mois, et la création d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Nous avons créé dans toutes les juridictions des pôles de violences intrafamiliales qui garantissent une prise en charge judiciaire coordonnée et accessible partout en France. Nous avons sécurisé le quotidien des victimes et de leurs enfants. L'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires agit contre les violences économiques qui frappent souvent les mères à la tête de familles monoparentales. L'aide universelle d'urgence versée entre 1 et 3 jours grâce au CAF et MSA a déjà bénéficié à plus de 63 000 femmes en moins de 2 ans et a vocation à s'articuler avec le Pacte Nouveau Départ, désormais déployé dans 12 départements en expérimentation en vue de sa généralisation. Le parc d'hébergement pour la mise en sécurité des femmes victimes de violences a plus que doublé en 10 ans, passant de 5 000 à 11 000 places. Et nous avons signé hier une circulaire avec le ministre du Logement et de la Ville pour garantir que les femmes victimes de violences soient systématiquement prioritaires. Pour prévenir la récidive, 30 centres spécialisés concernant les auteurs ont été ouverts sur la quasi-totalité du territoire. Pour renforcer la lutte contre l'exploitation sexuelle, fléau dont on sait qu'il touche malheureusement des personnes de plus en plus jeunes et singulièrement des jeunes adolescentes, nous avons lancé la première stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel en mars 2024 et la circulaire de juillet que j'ai co-signée avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé et du Travail rappelle l'importance d'une coordination renforcée pour identifier les activités illégales, notamment le proxénétisme dans les faux prétendus salons de massage. Nous avons agi, nous agissons et nous irons plus loin cette année. Les violences se transforment, se diversifient, se glissent dans toutes les interstices, physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, numériques, sous soumission chimique, sous contrainte, sous emprise, sous sidération. Nous devons donc adapter sans cesse nos outils, renforcer nos lois, nos moyens pour mieux protéger, mieux accompagner, mieux condamner. C'est le sens des travaux transpartisans que nous avons lancés il y a maintenant 6 mois et auxquels nombre d'entre vous ont participé, permettant d'avoir un accord sur plus d'une 50aine de mesures et nous continuerons évidemment à les déployer. Il y a les violences à mieux caractériser, qu'il s'agisse notamment du contrôle coercitif. Le travail parlementaire s'est déjà engagé avec une adoption en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Évidemment, nous irons au bout. Ou des violences nouvelles à caractériser, comme la question des cyberviolences. Je pense à la proposition de loi déposée par Laurence Rossignol au Sénat, qui permet de mieux qualifier ce qui relève de facto de la prostitution ou du proxénétisme. Les violences faites aux femmes et aux enfants évoluent et nous devons donc évoluer plus vite qu'elles. Au lendemain du 25 novembre, ce bilan n'est évidemment pas un satisfecit. C'est la preuve, par contre, que l'État tient son rôle partout sur le territoire pour atteindre un objectif unique, non négociable et profondément républicain, éradiquer les violences faites aux femmes. Nous avons parcouru ensemble un chemin immense, mais le chemin qui reste devant nous est celui qui compte sans doute le plus. C'est à chacune et chacun d'entre nous de prolonger l'action de l'État, de porter ce combat et d'être ce maillon de vigilance et de solidarité pour que plus aucune femme ne soit assassinée parce qu'elle voulait vivre libre. Je vous remercie. Madame Catala, vous vouliez poser une question ? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme vous le savez, 152 femmes ont déjà été tuées cette année. Les féminicides augmentent par rapport à l'année dernière. Et vous nous dites que ça devrait faire la une du JT et de la presse. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais moi, j'aimerais surtout que ça fasse la une de la politique macroniste à l'œuvre depuis 7 ans et que ce soit une réelle politique publique de lutter contre la violence patriarcale qui est finalement la violence qui tue le plus en France, qui traumatise le plus et qui blesse le plus. Je salue la présentation de votre loi intégrale puisqu'elle a le mérite de prendre en compte les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants qui sont les deux faces d'une même pièce. Et je rappelle à tous les collègues que la grande majorité des violences sexuelles, 60%, arrivent aux jeunes filles avant qu'elles aient 18 ans. Il s'agit donc d'un continuum de violence et du symbole de ce qu'est la domination patriarcale. Sur les mesures que vous avez présentées, par contre, hier en conférence de presse, je déplore
que ce soit des mesures pénales à coût 0 €, un peu comme la loi non-consentement. Nous étions favorables, mais ça doit être conjugué à des moyens supplémentaires pour la justice française, pour les associations. Et je remarque par exemple que dans ce que vous avez présenté, je vais donner quelques exemples, il y a soit donc des mesures pénales, des mesures de répression, soit des mesures qui correspondent à des choses qui ont un coût budgétaire, mais dans le budget pour 2026, il n'y a pas la traduction de toutes ces annonces. Je vous prends par exemple l'aide juridictionnelle accordée de manière inconditionnelle à toutes les victimes de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles. Il n'y a rien dans le budget à cet effet, et quand j'ai présenté un amendement pour que ce soit le cas, il a été largement rejeté, y compris par le bloc central. Quand vous proposez d'étendre le téléphone grave danger aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains, je trouve ça très bien, mais il n'y a rien dans le budget à cet effet. Et lorsque j'ai présenté un amendement pour que ce soit le cas, il a été rejeté. Ensuite, sur la formation sur les VSS pour toutes les collectivités territoriales, je me demande aussi avec quel argent, puisque l'austérité budgétaire touche les collectivités chaque année, et on pourrait aller jusqu'à 10 milliards d'euros en moins dans le budget pour 2026. Pour la formation annuelle de tous les enseignants sur l'enseignement EVARS et sur la prévention et le traitement des VSS, pareil, le budget qui est dans le PLF actuel, dans la loi de finances, est 100 fois inférieur à ce que demandent les associations. 100 fois. Et quand nous avons proposé un amendement pour que tous les enseignants soient mieux formés, il a été rejeté. Et je reviens sur ce qu'a dit notre collègue de la Fondation des femmes, Madame Meffer. 71% des associations féministes ont aujourd'hui une situation financière dégradée ou très dégradée, alors même que le nombre de personnes qui signalent des violences conjugales a augmenté de 83% entre 2018 et 2023. Et donc, à budget qui baisse, finalement, les associations sont confrontées à de plus en plus de victimes à prendre en charge. Et c'est là qu'il y a, je crois, une grande hypocrisie, puisque le nombre le coût dépensé par victime de violence conjugale par l'État depuis l'organisation du Grenelle a au final baissé de 26% si on prend les budgets qui baissent avec l'inflation et si on prend le fait que le nombre de victimes qui signalent des violences augmente. Il y a des éléments que je peux partager, des éléments de constat sur à la fois des besoins qui ont augmenté parce que la libération de la parole et au-delà de la libération de la parole des femmes, la libération des témoins et des signalements, mais je pense que le ministère de l'Intérieur pourra y revenir et c'est un point sur lequel on doit s'en féliciter, c'est-à-dire de voir qu'on a de plus en plus de signalements qui proviennent des tiers. Ça, c'était un enjeu majeur pour nous de se dire que la société était alertée et alerte sur la question des violences. Et donc, évidemment, ça crée des besoins supplémentaires. Sur la question des éléments de formation, encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté sur les moyens qui sont consacrés tant par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ou par le ministère de l'Égalité au travers de la MIPROF sur la question de la formation. La formation des magistrats, elle est obligatoire en formation initiale. La formation des policiers et des gendarmes, elle y est aussi, et elle est aussi de manière continue. Il vous suffit, et vous pouvez le faire en tant que parlementaire, de vous rendre dans n'importe quelle brigade de gendarmerie, dans n'importe quel commissariat, pour constater que les policiers et les gendarmes y sont formés, pour constater qu'il y a des procès-verbaux types aujourd'hui d'entretien pour les personnes victimes de violences sexuelles ou victimes de violences intrafamiliales, avec une conduite d'entretien qui permet de garantir que toutes les questions soient appréhendées, y compris sur les violences économiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles, y compris dans le couple, là où malheureusement trop de victimes elles-mêmes minimisent les violences qu'elles ont pu malheureusement subir. Il y a aussi, vous le savez, une grille d'évaluation du danger. On est en train justement de la revoir avec le ministre de l'Intérieur, de manière à élargir à d'autres enjeux. Je pense notamment à la question du suicide et des risques suicidaires que malheureusement les personnes victimes de violences connaissent encore plus que d'autres types de victimes. Donc ça, c'est sur l'aspect de la formation. Sur la partie EVAR, sur la question de la formation, un bilan va être conduit par le ministère de l'Éducation nationale au mois de décembre, de manière à garantir justement, de vous dire et d'avoir la précision sur à la fois le volume d'enseignants qui aura été formé et sur le nombre de cours qui aura été dispensé. Notre engagement, il est très clair, c'est de garantir que ces 3 cours soient enfin délivrés, quel que soit le statut des établissements, publics comme privés sous contrat évidemment, et avec des programmes qui maintenant sont publics et qui évitent peut-être, en tout cas je l'espère, les fantasmes et les horreurs qu'on a pu lire sur ce que soi-disant on allait apprendre à nos enfants. On apprend des choses simples, des repères qui sont essentiels pour eux, et notamment sur la prévention et la détection des abus sexuels. On va aller plus loin, on l'a annoncé avec la ministre de la Santé et des Familles, notamment sur la question de la formation de tous les professionnels qui sont au contact de nos enfants, que ce soit des animateurs scolaires, périscolaires, des éducateurs de jeunes enfants, de manière à ce qu'ils puissent être en capacité de détecter et donc d'être formés sur les abus sexuels. Nos enfants ne s'expriment pas comme nous pouvons nous exprimer, mais les enfants envoient toujours des signaux. Et ces
signaux, encore faut-il les comprendre pour être en capacité de les détecter. Donc cette formation, elle sera aussi évidemment rendue obligatoire. Donc sur la question de la formation, il n'y a aucune ambiguïté. Sur la question des moyens, et notamment des moyens aux associations, mon budget est transparent et public. Et il est par principe à la disposition des parlementaires et même du grand public, donc il n'y a aucune ambiguïté. Quand je dis et j'affirme qu'il a triplé, c'est parce qu'il a plus que triplé depuis 2017. C'est un fait, il est soumis au contrôle du Parlement chaque année, ligne à ligne, et ça peut se vérifier. Et pour 2026, ce budget est encore en augmentation. Donc il y a de la part de l'État, je dis bien de la part de l'État, je sais que ça peut varier aussi d'une collectivité locale à une autre, mais de la part de l'État, il n'y a pas 1 euro de baisse sur la question des subventions aux associations. La plupart des associations, d'ailleurs, aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'appel à projet national, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'elles sont ce qu'on appelle des CPO. Les CPO, c'est de la pluriannualité, pour garantir justement que les associations n'aient pas chaque année à devoir refaire des projets. Donc les plus grandes associations qui ensuite se déploient sur notre territoire, les CIDFF au planning familial, au 3919, pour ne citer que ces 3 exemples plus connus sans doute que d'autres encore, eh bien évidemment, sont dans des logiques pluriannuelles. C'est pareil sur la question de la lutte contre le système professionnel avec le NIE ou l'amicale du NIE, par exemple. Donc ça leur donne de la visibilité et ça permet de garantir que justement, il n'y a pas de baisse de moyens, en tout cas pas sur la question de la part État. Et on a pu, et vous le savez, parce que ça a pu être voté par voie d'amendement au Sénat, avoir la compensation Ségur, où l'État est même allé au-delà de la compensation Ségur qui était sur la part État, puisque nous avons pris en charge au-delà de ce qui aurait dû être fait au regard des ratios normalement qui sont mis en place entre l'État et les collectivités locales. Donc ça, cet engagement, il est tenu et il continuera à être tenu sur la question de la formation avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Justice, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Santé, de manière à ce que l'ensemble des professionnels soient formés et que les moyens soient garantis pour qu'ils puissent l'être. Non, mais comme on est là pour faire le bilan aussi, je pense qu'il faut qu'on se pose la question d'où vient cette violence, puisqu'elle est massive, je cite les chiffres, 16% seulement de plaintes sur les victimes de violences conjugales, et pourtant les chiffres, c'est plus de 270 000 plaintes sur l'année qui vient de s'écouler entre les différents services, police et gendarmerie. Donc c'est des centaines de milliers de victimes et donc des centaines de milliers d'auteurs. Et je ne parle pas des chiffres d'inceste qui sont, si on prend les chiffres de la Civis, qui sont terrifiants. Je ne parle pas non plus des agressions dans la rue. Donc c'est vraiment massif. Donc si on essaye de se poser la question de savoir d'où vient la violence, on se rend compte qu'on ne peut plus rester sur ce qu'on a quand même véhiculé pendant longtemps et qui nous a enfermés, je pense, en tant qu'hommes, dans aussi une posture excluante, en se disant ça ne peut pas être moi, c'est forcément quelqu'un d'autre, c'est forcément une figure un peu monstrueuse comme ça qui vivrait dans les marges. Mais la violence, c'est pas quelque chose d'inné. On ne naît pas violent comme on pourrait naître avec le gène des yeux bleus ou des cheveux blonds. C'est un comportement. Et je voudrais parler de ça parce que la question de l'éducation a été mentionnée. Et on apprend à être violent en y étant exposé. On apprend à être violent en ayant la malchance de grandir dans une famille traversée par la violence, en étant exposé à la violence de son propre père, en étant exposé à la violence d'un quartier, à la violence d'une situation particulière, mais aussi parce qu'on est baigné dans le bain d'une société qui autorise l'accès à la violence. Je veux dire, tous ces centaines de milliers d'auteurs de violence, on les a autorisés à être violents par 1 milliard d'influences que sont ceux aussi de la télévision, de la publicité, du cinéma. On se cherche des modèles dans ce processus d'identification qui consiste à grandir et à devenir peut-être plus des enfants mais des hommes. Et il y a aussi, ça a été mentionné, une pression masculiniste. Je pense que la question de l'éducation, elle est vraiment centrale, parce que déconstruire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu depuis 2017, la déconstruction des hommes, essayer de réparer des hommes violents. Moi, j'en ai suivi énormément dans les groupes de parole. C'est des centaines d'hommes que j'ai croisés qui avaient 40, 45, 50, 55, 60, 65 ans. C'est extrêmement compliqué de déconstruire quelqu'un qui a une vie entière d'habitude, une vie entière d'un comportement qu'il a jusqu'à présent d'ailleurs assimilé en se disant que c'était comme ça qu'il fallait faire.
que c'était ça, être un homme. C'était ne pas parler, ne pas se confier sur ses sentiments, ne pas dire quand il est triste. Et donc d'ailleurs, le passage à l'acte, il arrive très très souvent dans ce moment critique où l'ego est blessé, où il se sent quitté, où il a l'impression d'être abandonné, presque de mourir. Et donc c'est mourir ou être tué, ou tuer Et donc là-dessus, c'est vrai que il y a des programmes qui ont été publiés pour les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, mais ils sont encore trop peu appliqués. Ça peut pas tomber du ciel. Je veux dire, à l'école, on apprend je ne sais combien de dates sur notre histoire de France. On n'apprend pas à vivre ensemble. On n'apprend pas à être avec les autres. On n'apprend pas non plus aux petits garçons à sortir de cette espèce de carcan qui a été le mien et qui a été celui de mon père et de centaines de mecs qui ont grandi dans ma génération, qui est une espèce de cliché qui dit que pour devenir un homme, un vrai, il faut... et c'est ce discours masculiniste qu'on entend à longueur de réseaux sociaux, mais qui est un discours puissant, parce que c'est le principe de la publicité. C'est-à-dire que si vous avez un slogan facile à comprendre, le message circule. Moi, je rencontre énormément de jeunes dans des collèges et des lycées, et je vois que leur discours, il n'a pas du tout évolué depuis 2017. Je rencontre des jeunes filles de 13-14 ans qui, elles, sont extrêmement politisées, 1000 fois plus que les filles de 13-14 ans que j'avais dans mes classes, qui sont extrêmement conscientes de ce que c'est que le consentement, de l'égalité, de la violence, de la domination même, et du patriarcat, qui sont tous des mots que je n'avais même pas dans mon champ lexical quand j'avais cet âge-là. Et en face, des jeunes garçons qui vraiment ressemblent aux jeunes garçons que j'étais et à ceux qui étaient dans mes classes. C'est-à-dire complètement campés sur des positions hyper archétypales de un homme c'est ça et une femme sa position c'est de la fermer, d'être en dessous, de faire des gamins et de rester dans la cuisine. Et depuis 2017 quand même il y a un mouvement de backlash qui est assez puissant. On en parle, mais il y a des mouvements conservateurs qui tirent dans l'autre sens. Et je pense que c'est vraiment hyper important de prendre en charge les auteurs pour qu'ils ne récidivent pas, mais il est peut-être plus urgent encore de mettre le paquet sur ces jeunes qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui rentrent à l'école, et en fait, ils ne vont pas se mettre en couple à 19 ou 20 ans, ils vont se mettre en couple à 13-14 ans. Et ce qu'on voit, c'est que la jalousie, le contrôle coercitif dont parlait Alexandra Rosenfeld tout à l'heure, ils sont à l'œuvre dans une cour d'école, et dans une cour d'école de collège, pas forcément à la fac. Donc, je sais qu'en effet, on avance par rapport aux lois qui étaient votées en 2001, mais je pense qu'il faut vraiment aller plus vite et plus fort sur la jeunesse. Je confirme qu'on a effectivement une montée de procédures pénales en lien avec des très jeunes couples, voilà, 14, 15, 16 ans, notamment grâce à tous ces téléphones portables qui permettent de surveiller finalement son ami. Sur la prise en charge des auteurs, peut-être juste des éléments chiffrés. En 2021, en détention, on avait 9000 condamnés pour ce type de fait. En 2025, on est à plus de 16 000 condamnés. Bon. C'est ce qui montre à quel point les chiffres sont exponentiels. Et par ailleurs, en prise en charge, ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire les hommes violents pris en charge, on est passé de un peu moins de 30 000 à presque 35 000 aujourd'hui. Donc c'est aussi, ça interroge les moyens qu'a l'administration pénitentiaire de prendre en charge tous ces auteurs, avec une augmentation massive des chiffres, sachant que le taux de récidive est de 22%, 1 sur 5. Voilà. Donc on a des tas de programmes qui sont en place et qui peuvent être très efficients, mais pour cela, il faudrait effectivement pouvoir suivre au long cours et de manière très serrée les auteurs. Si je prends le contrôle judiciaire avec placement probatoire, depuis que ça fonctionne, 800 personnes à peu près ont été prises en charge. Par rapport à la masse des condamnations, ça fait finalement pas beaucoup. Je rejoins les questions d'accueil. On sait que l'accueil, tout se joue dans les 10 premières secondes.
que cet accueil peut être encore très hétérogène, autant dans les services d'enquête que dans les tribunaux en réalité. Ça renvoie en effet à tous ces fameux biais cognitifs, ces stéréotypes qu'on a toutes et tous, donc ça renvoie à l'éducation, hein, ça dépasse, c'est avant même l'enquête, avant la justice que ça doit se travailler. Mais en tout cas, au stade de l'accueil en zone police et gendarmerie et au stade des décisions judiciaires, on a quand même une persistance d'un certain nombre de biais cognitifs. Vous savez que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à 3 reprises cette année, avec notamment une condamnation intervenant pour une motivation qui était sexiste et genrée de la part de magistrats. Voilà. Donc ça montre que ces biais sont persistants et en réalité, ces biais ils nous empêchent souvent de bien enquêter et de bien orienter et donc de bien juger. Sur la question des mineurs, on travaille actuellement, le ministère de la Justice travaille sur une ordonnance de sûreté de l'enfant, donc on devrait quand même pouvoir évoluer de manière positive sur leur protection. Et enfin, dernier point, ce sont les exemples étrangers, ça a été évoqué tout à l'heure avec des politiques qui fonctionnent mieux. Alors c'est juste un constat, c'est pas mon avis, mais le constat c'est qu'en Espagne, on est sur une loi intégrale de protection des femmes. Donc l'Espagne a fait le choix d'un prisme genré. Nous, en France, on fait le choix d'un prisme universaliste. C'est un constat. Et cette loi intégrale, en fait, protège très tôt, avec un système aussi d'ordonnance de protection qui est beaucoup plus, efficient parce que c'est prononcé en nombre, et c'est vrai aussi pour tout ce qui va être bracelet anti-rapprochement ou téléphone grave danger. Il y en a aussi l'exemple du Québec qui a fait aussi un choix différent de la France. Alors comme l'Espagne, on est sur des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, donc au sens large, on n'est pas que sur le prisme conjugal, donc on est sur une vision globale et moins segmentée. Et au Québec, ils ont mis en place des juridictions spécialisées à titre expérimental qu'ils vont étendre fin 2026 et qui reposent sur 4 piliers. La formation, qui est obligatoire, pour un accompagnement de la victime tout au long de son parcours, puisque la victime a un référent tout au long du parcours qui est le même, qui est dédié, sur cette notion de justice spécialisée et sur l'aménagement des tribunaux à cet effet. Voilà, donc on est vraiment sur des logiques très différentes par rapport au système français. En termes de suivi d'évaluation de la politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes, je maintiens qu'il n'y a pas de suivi et d'évaluation de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes qui est fait au niveau national. Il y a sur certains dispositifs qui ont été, dispositifs du Grenelle des violences conjugales par exemple, il y a la Commission nationale de suivi des ordonnances de protection qui est essentielle, mais qui suit un seul dispositif. Et il y a au sein du ministère de l'Intérieur, effectivement, des choses qui sont faites et c'est très bien. Maintenant, moi, mon sujet, c'est de dire, moi, en tant que Fondation des femmes, ce que je sais, c'est que si je veux savoir combien de plaintes ont effectivement été prises à l'hôpital, je suis dans l'incapacité de le savoir. Si je veux savoir en temps à peu près réel, parce qu'en fait, il y a des chiffres qui remontent des associations, par exemple, sur les féminicides, et les féminicides pas que conjugaux, du coup, sur d'autres types de féminicides également, je suis dans l'incapacité de le faire, à moins de bidouiller 3 trucs avec de la presse quotidienne régionale. Et d'autres pays nous montrent que c'est possible de faire mieux et de faire plus, et en particulier sur le suivi et l'évaluation de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. À mon sens, ce que nous devrions faire, c'est non seulement le suivi et l'évaluation des moyens, c'est-à-dire de se dire OK, on a mis les efforts, mais plutôt, OK, quels sont les résultats ? Puisque, par exemple, si on parle uniquement du bracelet électronique, on peut parler du nombre de bracelets électroniques, mais sont-ils en pré-sententiel ou en post-sententiel ? Et à quel point ça marche, comment ça marche, etc. Et du coup, moi, ce que je souhaiterais, et à mon avis, ce serait très utile pour tout le monde, qu'on puisse avoir un endroit où on a des personnes qui sont en capacité de pouvoir demander ces remontées de chiffres de manière quasiment instantanée aux différents ministères, de les évaluer, de demander des études aussi sur les fonctionnements, sur les dysfonctionnements des différents dispositifs, que cette coordination se fasse avec les associations, puisque moi c'est un des angles morts à mon sens dans ce bilan des mesures du Grenelle, un des angles morts, c'est qu'en fait les associations sont, et je suis ravie d'être là, merci beaucoup de m'avoir invitée, mais à part à l'Assemblée nationale, on est très rarement invité, on peut être au comité sur les ordonnances de protection, mais dans les autres endroits, on n'y est pas. Et par exemple, un endroit où on n'est pas, où les associations ne sont pas, c'est lors de rétex, lors de féminicide. Ça fait partie des demandes qu'on avait. On a une ministre qui a écouté notre demande, c'était Madame Belloubet à l'époque. On avait demandé à ce qu'il y ait, comme dans d'autres pays,
des études faites sur les féminicides pour savoir si on reproduit ou pas les mêmes erreurs. C'est intéressant de savoir pourquoi la dame elle est morte et comment faire pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui meurent pour les mêmes raisons. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite, mais depuis, pas réellement. Et cette étude, d'ailleurs, elle était très intéressante parce qu'elle pointait pas qu'est-ce qu'on a fait de bien, parce que ça, à la limite, c'est normal de bien travailler, mais plutôt qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, parce que l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait moins de dames qui meurent. Et donc, il faut bien regarder les problèmes qu'il y a, qui se posent. Quand on sait que 25% des femmes victimes de féminicide ont porté plainte, par exemple, on sait qu'en fait, il y a des sujets probablement d'amélioration. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait cet intérêt de chercher, malheureusement, la petite bête et les choses qui ont dysfonctionné. Et dans ces rétextes qui sont faits après les féminicides, aujourd'hui, les associations ne sont pas conviées dans ces réunions où on a des remontées internes dans les ministères. Et malheureusement, j'ai peur que dans ces remontées-là, ce soit plutôt des personnes qui se disent « mince, j'essaye de montrer qu'on a tout bien fait parce qu'on a peur de dire qu'on a mal fait », alors qu'en fait, il faut le dire, les choses qui n'ont pas fonctionné, il ne faut pas en avoir peur. Et au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. La richesse d'un rétexte, c'est justement de voir ce qui n'a pas marché. Et juste, je finirai là-dessus parce que je sais qu'après, on va tous partir. Et je voulais quand même dire un petit mot sur les angles morts, à mon sens. Je rejoins tout à fait ce qu'il dit, c'est les angles morts, c'est les hommes. Parce que, et en particulier, on le voit bien, on a une politisation du machisme aujourd'hui avec ce masculinisme qui est un terrorisme. Donc, les nouvelles formes de terrorisme aujourd'hui, c'est du masculinisme. Et je sais que le parquet de lutte antiterroriste l'a bien compris également. Donc, c'est vraiment les hommes. Comment on fait pour faire en sorte que ce soit aux hommes maintenant de changer et comment on fait pour les embarquer? Ça, c'est une grande interrogation. L'autre angle mort, à mon avis, c'est les familles de victimes de féminicide. Là, j'ai en ce moment même hier le cas d'une femme qui s'est interposée entre sa tante et le conjoint violent qui s'est pris des coups de hache et qu'aujourd'hui, du coup, elle n'a pas de logement parce qu'elle n'a pas de papier. Nous, on l'héberge dans des hôtels, mais c'est quand même une femme héroïque qui a essayé de sauver sa tante et aujourd'hui, elle est dehors à la rue. Donc ça fait partie. Voilà, les victimes de féminicide, elles sont dans des problématiques matérielles glauquissimes pendant des mois et des années, et je pense qu'on pourrait faire mieux pour faire cet accompagnement également. Et enfin, la dernière chose, le Grenelle de violences conjugales avait fait l'impasse quand même dans une certaine mesure sur les violences sexuelles, alors que, on l'a vu avec le procès de Mazan, les violents conjugaux sont des violeurs. Et les violeurs sont souvent par ailleurs des violents conjugaux chez eux, d'où l'intérêt et l'urgence aussi de traiter de ce sujet des violences sexuelles, à mon sens. C'est pour ça qu'avec 150 associations, on a cette coalition pour une loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, qui a été déposée il y a 2 jours, je crois, par plus de 110 députés ici. Et moi, en tout cas, je vous félicite, mesdames et messieurs, les parlementaires qui avaient travaillé là-dessus. Et je vous félicite de nous avoir écoutés, de nous avoir entendus. Et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. J'espère également que le gouvernement s'en saisira. Et personnellement, j'ai des doutes sur l'efficacité d'une concurrence de textes sur ces sujets-là. Comme l'a montré le Grenelle, c'est quand on est ensemble qu'on réussit à avancer. Et donc, à mon sens, il y a ce texte qui existe et j'espère que à tous les échelons de nos responsables politiques, on saura se rassembler ensemble derrière un texte qu'on pourra enrichir le plus possible, je l'espère, dans les mois et les années qui viennent. Voilà la parole à l'Assemblée nationale d'une ancienne Miss France, Alexandra Rosenfeld, qui a livré ce témoignage poignant sur les violences qu'elle a subies de la part de son ex-compagnon. Vous pouvez revoir cette table ronde sur lcp.fr et sur YouTube. Je vous souhaite une bonne suite de programmes. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur LCP.